Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière, celle des écrits d'un auteur à travers son premier roman, Île Maurice, je reviendrai. Un livre qu'il qualifie lui-même de semi-autobiographique. Alors, le contexte, c'est un retour. Un retour aux sources, à l'île Maurice, son pays natal, après, tenez-vous bien, plus de 30 ans d'absence. Il était parti en 1977. Apparemment, c'était un départ contraint, faute de perspectives économiques là-bas. Mais il souligne un attachement viscéral à son île. Ce retour, forcément, c'est aussi le moment de voir ce qui a changé sur l'île et en lui. Notre but aujourd'hui, c'est donc de creuser ce lien profond avec Maurice, de comprendre un peu les émotions de ce retour, ce mélange de souvenirs et de réalité actuelle, et puis de voir quels grands thèmes ressortent. Alors, ouvrons ce livre ensemble. Oui, et d'emblée, ce terme semi-autobiographique, il est important. Ce n'est pas juste «je raconte ma vie», il y a une construction derrière. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est comment cette forme permet à l'auteur non seulement d'explorer sa mémoire, mais peut-être aussi de la façonner un peu. Il choisit, il met en scène des moments précis pour bâtir le récit de son identité, celui qu'il veut partager maintenant, des décennies après. C'est moins une photo exacte du passé qu'une sorte d'architecture de la mémoire, construite avec le recul, l'expérience accumulée, quoi. C'est une nuance intéressante, oui. Et le récit, il démarre fort avec le retour physique, le moment où il repose le pied sur le sol mauricien. Il nous emmène direct dans les rues de Curpipe, ma ville bien aimée comme il dit. Et il insiste là-dessus. Il parcourt et décrit par le menu ces endroits. On a l'impression qu'il redessine une carte, mais une carte émotionnelle, pas à pas. Ce n'est pas juste une visite, c'est une réappropriation lente, minutieuse. Exactement, ce par le menu, ça suggère une vraie quête de détails. Peut-être qu'il essaye de retrouver des sensations très précises, des odeurs, des sons, la lumière d'un coin de rue. C'est une immersion sensorielle, en fait, pour reconnecter le présent à ce passé très intime. Et c'est là que la force des lieux, comme déclencheur de mémoire, elle joue à plein. C'est assez spectaculaire. Et l'effet est décrit comme immédiat, intense. Ces lieux familiers, ils ouvrent des vannes de souvenirs qu'il qualifie d'à la fois douloureux et touchants. Il y a cette ambivalence très forte. D'ailleurs, il voit ça un peu comme une sorte de bilan de sa jeune vie à Maurice. On sent que ce retour, ce n'est pas anodin, ça pèse. Ah oui, cette dualité douloureux et touchant, elle est vraiment au cœur de l'expérience de la nostalgie. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Les lieux, la rue de l'enfance, le chemin de l'école, ce sont ce qu'on appelle parfois des ancres mémorielles. Ils fixent les souvenirs dans l'espace, dans le temps. Mais le retour, il confronte forcément cette carte mentale, souvent idéalisée par le temps, la distance, à la réalité du territoire d'aujourd'hui qui a changé, lui. L'école n'est plus tout à fait pareille, la rue a peut-être perdu son charme d'avant, ou alors elle en a un nouveau qui lui est étranger. La douleur, elle vient peut-être de là, de ce décalage, de la prise de conscience que le temps est passé, que des choses sont perdues, transformées. Et la tendresse, elle vient de l'affection qui reste pour ce qui a été, pour les fondations de son identité. C'est intéressant, cette confrontation carte mentale, territoire réel. Et cette douleur, elle ne viendrait pas seulement de la perte d'un passé idéalisé, mais peut-être aussi du rappel des raisons du départ. Les difficultés économiques de 77. Revoir les lieux, ça peut aussi réveiller ça, non ? Tout à fait. La nostalgie, ce n'est jamais simple, hein. Elle peut être ce qu'on appelle réflexive, une sorte de mélancolie douce, consciente de la perte, ou alors restauratrice, une tentative un peu plus angoissée de vouloir recréer le passé, de nier le changement. Ici, le terme bilan, utilisé par l'auteur, ça suggère plutôt une démarche réflexive. Il essaye d'intégrer ce passé, avec ses joies, ses peines, y compris, oui, la nécessité du départ, dans le récit cohérent de sa vie. Il ne cherche pas forcément à revivre le passé, mais à le comprendre, à lui donner sa place. C'est une sorte de réconciliation avec sa propre histoire. Bon, au-delà de son vécu personnel, l'auteur a aussi clairement l'intention de partager une certaine image de la vie mauricienne d'avant. Il dit vouloir nous plonger au cœur de la population mauricienne, nous faire sentir comment ça vivait au quotidien pendant son enfance, son adolescence. Pas juste ses souvenirs à lui, mais un tableau plus large. Et les exemples qu'il donne sont très parlants. Il décrit des scènes d'enfants de communautés différentes jouant ensemble sans être conscients de leurs différences. Une image d'harmonie un peu spontanée, presque idyllique. Il parle aussi d'enfants pauvres, aux pieds nus, menant leur vie dans la plus grande simplicité. Il y a une vraie insistance sur la simplicité, la communauté, une certaine innocence peut-être. Ces images sont fortes, oui,
parce qu'elle touche à des archétypes assez puissants. L'innocence de l'enfance, l'harmonie entre communautés qui seraient naturelles, la dignité dans la simplicité, voire la pauvreté. C'est important de voir comment ces descriptions fonctionnent. Elles ne sont pas neutres, bien sûr. Elles construisent une image spécifique du passé mauricien. Une image qui sert sans doute de contrepoint, soit à la complexité du présent qu'il redécouvre, soit peut-être aux sociétés plus individualistes qu'il a connues ailleurs. Il ne s'arrête pas à ces petites scènes, il évoque tout un tissu social. Les pratiques religieuses, les activités culturelles, sportives, l'école, les événements qui rythmaient la vie locale. Ce qui est frappant, c'est qu'il relie chaque chose à un souvenir personnel. Mais surtout, il dit que chacun de ces souvenirs porte un enseignement d'une utilité précieuse. La mémoire, c'est pas juste un album photo pour lui, c'est une école. Voilà, c'est un point essentiel. On voit le lien direct entre ses expériences de jeunesse et les valeurs qu'il dit vouloir transmettre aujourd'hui. Le respect, la fraternité, l'humilité, l'intégrité. Ces scènes de vie simple, ces interactions du quotidien, cette coexistence parfois fragile mais bien réelle entre différentes communautés, c'est là, selon lui, qu'il a puisé ses valeurs. Il suggère que les leçons les plus importantes, elles ne viennent pas forcément des livres ou des grands discours, mais du vécu, de l'expérience directe des relations humaines. Surtout quand on est gamin et qu'on absorbe le monde un peu sans filtre. Ça soulève la question, quand même. Est-ce que cette simplicité, cette fraternité, c'était vraiment vécu de manière aussi lisse, ou est-ce que la mémoire d'adulte, avec le recul, n'embellit pas un peu les choses? Surtout quand on pense aux raisons économiques de son départ. Parle de souvenirs douloureux, donc il est probable que la réalité était plus nuancée. Cela dit, son intention n'est peut-être pas de faire un documentaire historique au sens strict. C'est plutôt de distiller l'essence de ce qu'il retient comme fondamental de cette période. Ces moments d'harmonie, de simplicité, même s'ils étaient fragiles ou pas constants, ils ont pu être assez marquants pour lui, forger un socle de valeurs qui dure. L'important ici, c'est la signification que l'auteur leur donne aujourd'hui. Et c'est cette signification qu'il veut partager. Peut-être comme un rappel ou une inspiration face aux défis d'aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, de ces scènes de vie, il y a aussi cet hommage très clair à la beauté de l'île elle-même. Il utilise cette jolie formule en anglais, « Land of Rainbows and Shooting Stars ». L'île n'est pas juste un décor, elle est presque un personnage en soi, une source d'émerveillement. Absolument. L'attachement au lieu, il n'est pas que social ou lié aux souvenirs. Il est aussi esthétique, presque spirituel, on pourrait dire. Cette phrase, elle ancre le récit dans une dimension qui dépasse le simple quotidien. Elle rappelle que notre identité, elle est aussi liée à un paysage, à une atmosphère, à une beauté particulière qui nous marque profondément. Pour quelqu'un qui a vécu loin si longtemps, retrouver cette beauté spécifique, ça peut être aussi émouvant que de revoir des visages ou des rues familières. Et tout ce retour, toute cette immersion dans le passé, ça s'inscrit dans une trajectoire de vie bien plus large. Après son départ de Maurice en 77, on apprend qu'il a fait des études de lettres et d'anglais en France, à Aix-en-Provence et à Dijon. C'est le début d'un long chemin loin de son île. Et ensuite, sa carrière d'enseignant l'a mené dans des endroits très différents. D'abord l'Algérie, puis le Maroc comme coopérant. Il a eu la nationalité française par mariage entre-temps. Et après ça, toute une carrière dans l'éducation nationale française, qu'il a vu passer par Mayotte, la Guyane française, Montluçon en métropole, et même, figurez-vous, la principauté d'Andorre. Un parcours vraiment cosmopolite. C'est un parcours fascinant, oui, quand on le met en parallèle avec cet attachement qu'il dit viscéral à Maurice. Il y a un contraste assez saisissant entre cet enracinement profond qu'il revendique et cette vie finalement assez nomade au service de l'éducation française dans des territoires aux identités elles aussi très fortes, très diverses. On peut se demander comment cette expérience multiple a bien pu façonner son regard sur Maurice. Enseigner à Mayotte ou en Guyane, par exemple, qui sont des sociétés complexes avec leurs propres histoires postcoloniales, leurs défis identitaires, ça a dû lui offrir des sortes de miroirs, des points de comparaison intéressants. Et comment vous pensez que ça a pu influencer son écriture sur Maurice, justement? Voir d'autres réalités, est-ce que ça renforce l'idéalisation de l'île natale, ou au contraire, est-ce que ça permet une analyse plus nuancée? Probablement un peu des deux, et c'est ça qui peut rendre son regard riche, potentiellement. D'un côté, la distance, la confrontation à d'autres cultures, ça peut, oui, exacerber la nostalgie, l'envie de retrouver ou de célébrer ce qu'il y a d'unique et de positif dans ses origines. Mais d'un autre côté, cette expérience diversifiée lui donne aussi des outils d'analyse, une capacité à relativiser, à comparer, peut-être à mieux comprendre certaines dynamiques sociales ou culturelles de Maurice avec un œil un peu extérieur, même s'il reste un insider par le cœur. Ça peut affiner son regard sur les changements qui ont eu lieu pendant son absence, par exemple. Il ne revient pas seulement avec ses souvenirs d'ado, mais avec tout le bagage d'un adulte qui a navigué dans des mondes très différents. C'est maintenant, au moment de la retraite, qu'il décide de prendre la plume.
Sa motivation, telle qu'il l'affiche, est très claire. Il veut partager des valeurs qu'il juge essentielles. Il cite le respect d'autrui, l'humilité, la fraternité et l'intégrité. L'écriture, ça ressemble à une forme de transmission, un passage de relais. Oui, le moment de la retraite, c'est souvent un temps de bilan et de transmission, justement. Après une vie active tournée vers l'extérieur, l'enseignement, les voyages, il y a peut-être ce besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui a été un peu le fil rouge de son existence. Et ces valeurs qu'il ancre dans son enfance mauricienne, eh bien, elles deviennent le message qu'il souhaite laisser, léguer. L'écriture devient alors un moyen de donner une forme durable à cet héritage immatériel. Son ambition affichée, c'est que ses livres irradient des faisceaux de bienveillance et de philanthropie. C'est un but très idéaliste, on peut dire. Il espère aussi toucher un large public. Il dit que les lecteurs se reconnaîtront certainement dans ses histoires. Il y a donc cette tension intéressante entre un récit très personnel, très ancré à Meurice, et cette visée universelle. C'est tout le pari de beaucoup d'écrivains qui partent de leur expérience intime, en fait. Comment on rend une histoire singulière, universellement parlante? L'auteur ici semble croire que les émotions fondamentales, l'amour du pays natal, la complexité du retour, les joies et les peines de l'enfance, les questions d'identité et les valeurs humanistes qu'il met en avant, respect, fraternité, que tout ça, ça dépasse les spécificités culturelles ou géographiques. Il parie sur l'empathie du lecteur, sur sa capacité à trouver des échos de sa propre vie dans ce récit venu d'ailleurs. Mais cette universalité, elle n'est pas automatique. Le risque, ce n'est pas que le récit reste trop ancré dans son contexte spécifique pour vraiment parler à tout le monde, ou que la volonté de transmettre des valeurs prenne un peu le pas sur la finesse de l'écriture. C'est un équilibre très délicat à trouver, c'est certain. Si le message est trop appuyé, trop didactique, l'œuvre peut perdre sa force littéraire, sa force émotionnelle. Et à l'inverse, si c'est trop spécifique, ça risque de ne toucher qu'un cercle limité. La réussite de ce genre de démarche, ça tient beaucoup à la capacité de l'auteur à incarner ses valeurs, universelles dans des personnages, des situations qui soient authentique, vivante, complexe. C'est l'authenticité de l'émotion, la justesse de l'observation humaine qui crée le pont entre le particulier et l'universel. La bienveillance et la philanthropie, elles doivent émaner du récit lui-même, plus que d'être juste déclarées comme un programme en fait. Alors, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a exploré à partir de ces extraits de « Il Maurice, je viendrai ». D'abord, il y a cette image très forte d'un attachement indéfectible à l'île natale. Un lien qui résiste à des décennies d'absence et un départ qui était subi au départ. Ensuite, on a bien senti la charge émotionnelle très complexe du retour. La joie de retrouver les lieux qu'on a aimés, mais aussi le choc du changement, la confrontation avec les fantômes du passé. C'est une vraie expérience de décalage, temporel et personnel. On a vu aussi comment l'auteur brosse un tableau plein de tendresse, peut-être un peu idéalisé parfois, de la vie mauricienne de son temps. Il insiste beaucoup sur la simplicité, la communauté et les leçons tirées du quotidien. C'est une mémoire qui se veut aussi une leçon de vie. Et puis, enfin, on a esquissé ce parcours de vie international qui, peut-être paradoxalement, finit par renforcer l'importance des racines et qui débouche, à la retraite, sur cette envie d'écrire pour transmettre des valeurs humanistes, avec cet espoir de toucher à quelque chose d'universel. Tout à fait. Et cette exploration, elle met en lumière plusieurs tensions intéressantes qui sont fécondes. La tension entre passé et présent, entre l'ici Maurice et l'ailleurs, le monde, entre l'expérience personnelle et le message universel, entre la mémoire, qui choisit toujours un peu, et la réalité telle qu'elle a été vécue. Et au-delà de ce cas précis, je trouve que ça nous invite à une réflexion plus large, en fait. Par exemple, comment nos propres récits de retour, que ce soit un retour physique dans un lieu d'enfance, ou même juste un retour mental sur une période de notre vie, comment est-ce qu'ils façonnent notre compréhension de qui on est ? Comment est-ce qu'on négocie cet écart inévitable entre le souvenir, souvent chargé d'émotions, et puis la réalité présente? Et quelles sont les valeurs qui émergent de ce dialogue intérieur avec notre propre histoire? Ou alors, pour faire écho à ces descriptions d'une enfance marquée par la simplicité, la fraternité, on pourrait se demander quelle place, quelle forme ces idéaux peuvent encore avoir dans nos vies actuelles. Des vies souvent plus complexes, plus rapides, avec des liens sociaux qui sont parfois un peu distendus. Finalement, le récit de ce retour à Maurice, il nous renvoie à nos propres quêtes.
Quête de sens, d'appartenance, de connexion. Des pistes de réflexion très profondes, oui, qui montrent bien comment une histoire personnelle peut ouvrir des fenêtres sur des questions qui nous touchent tous. Cette exploration de ce retour à Maurice nous laisse avec ces interrogations sur notre propre rapport au temps, aux lieux et aux valeurs qui nous animent au fond. Merci de nous avoir suivis.